le monde a besoin d'argent. Et lorsque vous êtes une jeune fille et que vous voulez vous montrer devant vos pairs avec un nouveau chemisier ou de bons parfums, le désir de gagner de l'argent devient particulièrement aigu. Je viens d'une famille très aisée et ma vie est tout à fait normale. Mes parents fournissent tout ce dont j'ai besoin. Et vous vous demandez peut-être alors pourquoi je me plains de ne pas avoir assez d'argent. Mais c'est simple. Mon père est une personne très stricte. Depuis mes 13 ans, il me disait qu'il me fournirait tout ce dont j'ai besoin pour une vie normale. Ce qui incluait la nourriture, les vêtements, et ainsi de suite. Mais j'ai seulement entendu parler d'argent de poche par mes pères. Si je veux plus, je dois travailler pour le gagner moi-même, disait mon père. Il ne se comportait pas de manière injustifiée. Lui-même venait en fait d'une famille très pauvre, et tout ce qu'il possédait, y compris son entreprise, il l'avait créé et gagné lui-même. Si vous pensez qu'il voulait se venger sur moi pour que je comprenne à quel point il avait eu du mal, ce n'est pas le cas. Mon père avait simplement peur que je devienne le stéréotype de la jeunesse dorée, une sorte de gosse de riche qui n'a jamais levé le petit doigt, mais possède tout, ce dont ses pères ne peuvent que rêver. Je pense qu'il est superflu de commenter que de tels personnages ne sont pas très adaptés à la vie et que soudain, si quelque chose arrive à leur cher papa, qui est le sponsor de leur fête de vie, alors généralement, ils dégringolent très rapidement vers le fond. Mon père avait sincèrement peur que je puisse connaître un tel destin, car s'il avait fait de moi une enfant gâtée par la vie, il savait que la vie, au fond, c'était un véritable enfer domestique. Il voulait que je sois indépendante de lui et capable de prendre soin de moi-même. C'est ainsi que ça s'est passé. J'ai pris l'habitude de travailler dès l'âge de 14 ans, principalement des petits boulots comme distribuer des tracts. J'ai terminé l'école avec mention et suis entrée à l'université sur un budget dans l'une des prestigieuses universités de Moscou, à la faculté d'économie. J'ai toujours été forte en sciences exactes et l'économie est assez applicable dans la pratique. Donc, j'ai choisi cette direction pour des raisons de pur pragmatisme. Un jour, en parcourant le site des offres d'emploi de manière banale et en cherchant quelque chose que je pourrais combiner avec mes études, je suis tombée sur une offre intéressante. Dans une maison située non loin de la mienne, une aide à domicile était recherchée pour une femme âgée. À l'adresse de la maison, j'ai immédiatement compris qu'elle se trouvait dans un quartier huppé, ce qui signifiait que l'employeur potentiel était une personne aisée. La description de l'emploi indiquait qu'une personne était nécessaire pour surveiller une femme âgée le soir de 8h à 11h. Les responsabilités comprenaient donner à boire et à manger à la femme une fois pendant cette période, ainsi que lui donner ses médicaments. Dans la note, il était mentionné que la vieille dame était paralysée des jambes et aveugle. En caractère gras, il était noté qu'il ne serait pas nécessaire de changer les couches ou de la laver, car cela serait pris en charge par d'autres personnes. Tout ce qui était requis, c'était d'être présent à l'heure indiquée et de veiller à ce que la femme soit bien, et en cas de problème, d'appeler les secours et d'informer le médecin de famille. Il promettait un salaire très décent et surtout, mon emploi du temps scolaire ne contredisait pas ce travail. En bonus, ma maison n'était pas loin, à environ 5 minutes à pied. En un mot, c'était simplement une offre d'emploi idéale,
presque de l'argent pour rien. La seule chose qui me dérangeait, c'était que je n'avais jamais travaillé comme aide-soignante auparavant. Mais j'ai rapidement chassé ces pensées en me disant que tout arrive pour la première fois un jour. Suite à quoi, j'ai appelé le numéro indiqué dans l'offre d'emploi et j'ai convenu d'une rencontre avec l'employeur. Après les cours, je me suis rendue directement chez le potentiel employeur. Après avoir pris l'ascenseur spacieux jusqu'au 3e étage d'un immeuble de 5 étages avec une disposition très large, j'ai appuyé sur la sonnette de la porte de l'appartement numéro 7, qui était l'un des 2 seuls appartements à cet étage. Ceux qui s'expliquaient par la très grande taille des appartements dans ce bâtiment. Je fus accueillie par un homme grand aux cheveux poivre et sel, d'environ 50 ans. Il me regarda avec un regard calme et intelligent et se présenta. Mon employeur s'appelait Igor. À mon tour, j'ai répondu immédiatement « Enchantée, Nathalie ». L'homme sourit amicalement et me fit signe d'entrer. Après avoir retiré mes chaussures à l'entrée et enfilé des pantoufles d'invité, je suis entrée dans une pièce très spacieuse qui semblait être le salon. Il était même plus grand que celui de l'appartement de mon père. L'homme marchait devant moi et me conduisit à la chambre de la femme que je devais surveiller. Après avoir traversé le salon, nous nous sommes arrêtés devant une grande porte en bois avec un vitrail et Igor l'ouvrit délicatement. « Igor, c'est toi ?»« Oui, maman, mais je ne suis pas seule. J'ai trouvé quelqu'un qui va veiller sur toi pendant que je serai au bureau. » La vieille dame était allongée sur un lit en bois massif dans un coin de la vaste pièce. À côté d'elle se trouvait une petite table, apparemment pour y placer de la nourriture et des médicaments. Près du lit, il y avait une grande fenêtre légèrement ouverte pour l'aération. Soudain, la vieille dame parla. « Comment t'appelles-tu » Elle s'adressait clairement à moi. « Nathalie » répondis-je calmement. Mais ensuite, la femme âgée ajouta. « C'est un joli nom. Pourrais-je te voir » Je me figeai sur place, surpris. Comment pouvait-elle me regarder si elle était aveugle ? C'est alors qu'Igor se pencha vers moi et murmura « Pourrais-tu lui montrer ton visage ?» Je le regardai interrogativement et il ajouta encore plus doucement « Les aveugles peuvent explorer les traits du visage au toucher. » J'avoue que j'avais un peu peur, mais je me suis approchée du lit et me suis penchée doucement au-dessus de la vieille dame, dont l'odeur des médicaments était forte. 6 mains sèches et ridées ont délicatement touché mon visage, puis elle a glissé la paume de ses mains de haut en bas, de mon front à mon menton. Après cela, elle a largement souri de sa bouche sans dents et a dit « Belle, exactement comme moi dans ma jeunesse ». Puis, elle a reposé ses mains sur le lit avec le même sourire. Le premier jour, je veillais sur Jeanne sous le regard vigilant de son fils, qui voulait s'assurer que je remplissais bien mon rôle. Il venait régulièrement dans la pièce pour s'assurer que tout allait bien. Il m'a également montré comment bien nourrir la femme âgée avec les purées de légumes qui lui étaient destinées. Et il m'a expliqué en détail quelle pilule lui donner et quand. À la fin de la première journée, il a acquiescé avec satisfaction et m'a dit que j'avais bien fait mon travail et que si j'étais prête, je pouvais commencer. J'ai accepté. Ensuite, Igor m'a remis solennellement des doubles des clés de son appartement et a dit que, comme convenu dans l'offre d'emploi, je devais venir à 8h
et partir à 11 heures. Mais à la fin, il a ajouté que même s'il rentrait plus tard que 11 heures, je devais quand même partir. Je n'ai pas cherché à en savoir plus, supposant que le médecin de famille pouvait rendre visite à Zinaïda Fedorovna, ce qui était précisément le cas, en tenant compte du système de sécurité dans la maison, avec beaucoup de caméras de surveillance et une société de sécurité privée qui était rapide à réagir à tout indice d'activité illégale. Il n'est pas surprenant qu'il m'ait donné les clés avec calme. Et ainsi a commencé mon travail de garde-malade. Étonnamment, j'ai même commencé à l'apprécier. Jeanne, malgré les graves maladies qui affligeaient son corps, avait un esprit étonnamment vif et actif. Elle partageait de nombreuses histoires de son passé et écoutait volontiers les miennes. De plus, elle racontait ses histoires de manière captivante, ce qui rendait agréable de l'écouter. Lors d'une de ces soirées, je lui ai raconté comment mes amis et moi nous amusions avec une planche Ouija le week-end. Ce week-end-là, je n'avais pas à m'occuper de la vieille dame. Jeanne m'a immédiatement demandé ce qu'était cette planche Ouija. Et quand je lui ai expliqué en détail ce que c'était et comment l'utiliser, elle a soudainement pâli et a dit doucement : « Ce ne sont pas des jouets, ne fais pas ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » J'étais un peu surprise. Après tout, Jeanne ne donnait pas l'impression d'être superstitieuse. De plus, il n'y avait aucun symbole religieux dans sa chambre, pas une seule icône, et elle ne portait même pas de croix autour du cou, ce qui était un peu étrange pour une personne âgée. Je lui ai immédiatement demandé pourquoi elle pensait ainsi. Et elle, après un moment de silence, a commencé à raconter. Nous étions jeunes à l'époque, comme toi, peut-être un peu plus âgés. Et nous avons décidé de faire une séance de divination pour savoir qui serait notre futur mari. Moi et mes 2 amis, le rituel était simple. Il consistait à remplir un bol d'eau et à le placer devant la fenêtre par une nuit claire, lorsque la lune brillait de manière éclatante. À minuit pile, il fallait se tenir en face du bol et faire une légère vague sur l'eau pour créer des ondulations, puis dire immédiatement : « Montre-toi, celui qui m'est destiné par le destin. » Alors, nous avons fait exactement cela et nous avons commencé à regarder tour à tour. J'étais la 2e. Elena est allée en première. Rien de spécial ne s'est passé pour elle et moi. Mais soudain, Clara a crié en regardant dans l'eau et a renversé le bol. Elena et moi avons longuement interrogé Clara sur ce qu'elle avait vu, mais elle n'a rien dit de plus que de prétendre que c'était une illusion. 1 mois plus tard, Elena est décédée. La famille a prétendu qu'elle était morte d'une crise cardiaque, même si elle n'avait pas encore 20 ans. En général, je ne sais pas ce qu'elle a vu là-bas, mais ce n'était clairement pas une coïncidence. Alors, ne joue pas avec ça. Qui sait ce que tu pourrais voir? Comme d'habitude, j'écoutais attentivement Jeanne, mais il n'y avait pas l'ombre d'un sourire sur son visage. Elle était extrêmement sérieuse, ce qui m'a un peu inquiétée. Depuis 1 semaine s'était écoulée. C'était à nouveau vendredi. Comme d'habitude, j'étais assise près de Jeanne et après m'être assurée qu'elle avait pris ses médicaments prescrits après le repas, je suis allée à la cuisine pour mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Après avoir fait cela, je me suis assise à la table de la cuisine, posant ma tête sur mes mains, et j'ai soupiré profondément. La session approchait et je n'avais pas beaucoup dormi. Passer les examens avec une bonne note dans notre université
était une quête légendaire de niveau épique, et la préparation devait être à la hauteur. Je n'ai pas remarqué que je m'étais assoupie, mais j'ai été réveillée par un appel téléphonique d'Igor. En prenant le combiné, j'ai remarqué qu'il était déjà 15h15. J'ai appuyé sur l'icône verte du téléphone sur l'écran. J'ai porté le smartphone à mon oreille et j'ai dit d'une voix endormie: « Bonsoir Igor, que se passe-t-il? Es-tu toujours chez moi? » « Oui, je suis désolée. Je suis tellement fatiguée que je me suis assoupie et je n'ai pas remarqué que le temps passait. Je vais tout de suite aller voir Jeanne et m'assurer que tout va bien avec elle. Ne bouge pas d'où tu es et quoi qu'il arrive, reste là. J'arrive bientôt. » La voix de l'homme était effrayée et tendue. J'ai compris qu'il ne plaisantait pas. Il y avait un système spécial sur la porte qui enregistrait les moments d'ouverture et de fermeture et envoyait une notification au smartphone du propriétaire. Une mesure de sécurité dans cette maison. C'est ainsi qu'Igor a su que j'étais toujours dans l'appartement, mais je ne comprenais pas la raison de son inquiétude. Mis à part moi et la femme paralysée et aveugle, il n'y avait personne dans la maison. Me rappelant les mots d'Igor sur le fait de ne pas faire de bruit, je suis sortie de la cuisine avec précaution, presque sur la pointe des pieds, veillant à ne faire aucun bruit, même en respirant lentement et doucement. À propos, la cuisine se trouvait au 2e étage. L'appartement était si grand qu'il était divisé en 2 étages. Sa superficie aurait pu rivaliser avec celle d'une maison de campagne. En sortant de la cuisine, j'ai regardé au bout du long couloir vide qui menait vers l'escalier menant au 1er étage, directement dans le salon, à côté duquel se trouvait la chambre de Jeanne. Heureusement, les planchers ne grinçaient pas. Donc, je me suis déplacée complètement silencieusement. Arrivée au bout du couloir, j'ai regardé en bas et une grande partie du salon était visible près de la rampe d'escalier. À ce moment-là, j'ai pensé que je dormais encore. Mais en frottant mes yeux quelquefois, j'ai réalisé que malheureusement, ce n'était pas le cas. Jeanne se tenait dans le salon près du mur, regardant par la grande fenêtre où la pleine lune brillait intensément, illuminant la pièce. Bien que les lumières de l'appartement soient éteintes, je pouvais voir clairement grâce aux nombreuses fenêtres et à la brillante pleine lune. Comment est-ce possible? Elle était paralysée jusqu'à la taille. Et là, la voilà debout dans une autre pièce sur ses 2 jambes, comme si de rien n'était. Il est peu probable qu'Igor ait joué un tour aussi cruel. Il était clairement quelque chose d'anormal. La première chose que j'ai essayé de faire, c'est de l'appeler. Mais heureusement, je me suis retenue à temps, me souvenant de l'avertissement de ne pas faire de bruit. Nous sommes restés ainsi pendant 2 minutes. Mais soudain, mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était une notification d'un message reçu sur ma messagerie. Je l'ai sorti rapidement et, d'un geste rapide des doigts, je l'ai mis en mode silencieux. Même si Jeanne me tournait le dos, je pouvais sentir que son sourire s'étirait largement. « Nathalie, où es-tu? Viens vers moi, je veux te voir, » dit la vieille dame d'une voix douce et insinuante. Mais quelque chose avait changé en elle, de manière subtile. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à reculer lentement, veillant à ne faire aucun bruit tout en essayant de ne pas la perdre de vue. Soudain, Jeanne s'est brusquement retournée, ses yeux aveugles d'un blanc laiteux fixant le vide. Elle a fait un pas, mais ses jambes ne se pliaient pas aux genoux.
ce qui rendait sa démarche très peu naturelle. Elle avançait pas à pas vers le centre de la pièce, traînant des pieds, puis elle a repris la parole. « Nathalie, vilaine fille, ne force pas un vieil homme à jouer à cache-cache avec toi. » Cette fois-ci, sa voix n'était pas aussi douce et insinuante, mais empreinte d'irritation. J'essayais lentement de reculer vers la cuisine le long du couloir. Et à ce moment-là, mon téléphone est tombé de ma poche. C'était déjà arrivé, car les poches n'étaient pas profondes et le téléphone était volumineux et l'étui n'aidait pas à le maintenir en place. Le gadget a heurté le sol et j'ai été horrifiée de réaliser ce qui s'était passé. Il y a eu un moment de silence glaçant. Puis, j'ai entendu des pas rapides et lourds sur le parquet, se précipitant vers le haut de l'escalier. Jeanne, ou plutôt ce qu'elle était devenue à ce moment-là, est apparue rapidement dans le couloir du 2e étage, ses jambes raides se déplaçant maladroitement. Elle a tourné silencieusement la tête, comme pour écouter le silence. Et de mon côté, j'ai retenu ma respiration pour minimiser les bruits de ma présence. J'aurais pu même arrêter mon cœur pour éviter que ces battements ne me trahissent. Il y avait environ 5 mètres entre nous. Derrière moi se trouvait la cuisine, une impasse, et derrière Jeanne se trouvait l'escalier menant au salon où se trouvait la porte d'entrée salvatrice. Lentement, je continuais de reculer vers la cuisine. Et à ce moment-là, Jeanne a de nouveau parlé. « Mauvaise fille, arrête de te moquer de la vieille femme. Viens ici tout de suite. » Tout son ton doux et insinuant a disparu. Elle criait, comme criaient les personnes âgées, indignées par le comportement négligent de leurs petits-enfants, continuant de reculer en retenant de toutes mes forces les sanglots. Je me suis retrouvée dans la cuisine sans m'en rendre compte, et j'ai accidentellement heurté une tasse qui se trouvait sur la table et dans laquelle je me suis servi du café il y a quelques heures à peine. L'objet en céramique a glissé silencieusement du bord et a éclaté bruyamment en centaines de morceaux en frappant le sol. La créature, qui n'était pas si longtemps auparavant une vieille dame aimable, a tourné brusquement la tête dans ma direction, comme un prédateur flairant sa proie. Son visage s'est à nouveau déformé dans un horrible sourire édenté. Puis, elle s'est précipitée dans ma direction, sur ses jambes non fléchissantes. Comprenant que je ne pouvais pas me laisser attraper, je me suis levée sur la table, et quand elle est venue assez près, en écartant les bras pour m'attraper, j'ai sauté de toutes mes forces vers l'avant, vers le couloir et les escaliers, littéralement en sautant par-dessus Jeanne. Puis j'ai couru aussi vite que je le pouvais. En sautant les marches, je me suis retrouvée au rez-de-chaussée, tout en entendant derrière moi les pas rapides et maladroits des pieds nus. Elle était presque dans mon dos. Mon cerveau fonctionnait au ralenti, traitant l'information à la limite de ses capacités. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée et j'ai instinctivement tourné à droite, car les clés étaient dans mon sac à main qui était sur le canapé dans le salon. Je n'aurais certainement pas eu le temps de les prendre et d'ouvrir la porte. Courant à travers un autre couloir, au bout duquel se trouvait le placard, j'y suis entrée et ai claqué la porte en tournant la poignée de la serrure. Heureusement, la porte du placard était la même que celle des autres pièces, et il était impossible de l'ouvrir de l'extérieur si elle était verrouillée de l'intérieur. Le bruit d'un coup puissant retentit immédiatement, faisant trembler la porte en bois massif, tandis que la poignée s'agitait rapidement de haut en bas. En reculant vers le mur,
je me suis doucement écroulée contre l'étagère d'outils, ai couvert ma tête de mes mains et finalement éclaté en sanglots. Les coups contre la porte se poursuivaient, tout comme les menaces exigeant que j'ouvre immédiatement, sinon les conséquences seraient pour moi. Soudain, il y eut un claquement sec de la porte d'entrée et le bruit immédiat de plusieurs voix masculines. Elles se donnaient rapidement des ordres les unes aux autres. Attention, ne la laissez pas vous attraper. Vise la cuisse, le tranquillisant agira rapidement, mais pas instantanément. Donc, maintiens ta distance. Le bruit et l'agitation ont continué pendant encore 5 minutes, mais je les entendais mal, car mes pleurs les couvraient. Soudain, il y a eu un coup calme et mesuré à la porte, et j'ai entendu la voix calme d'Igor. « Nathalie, sors, tout est fini. » Sur des jambes cotonneuses, je me suis traînée jusqu'à la porte d'entrée. Et, après quelques secondes d'hésitation, j'ai finalement ouvert la porte. Le couloir était éclairé. Igor se tenait en face de la porte, vraiment préoccupé et coupable. Puis, soupirant, il a doucement dit « Viens, je vais tout expliquer. » Nous sommes allés à la cuisine, où j'ai pu me rafraîchir pendant qu'Igor préparait du thé aux herbes. Il l'a versé dans 2 tasses, puis a commencé son récit calmement. Ma mère a perdu la vue il y a 10 ans en raison de problèmes de rétine. Malheureusement, cela ne se guérit pas. Ensuite, elle a également eu une mauvaise chute et s'est blessée au bas de la colonne vertébrale, ce qui lui a causé une paralysie des membres inférieurs. Les visites dans les meilleures cliniques en Suisse et en Israël n'ont donné aucun résultat. Partout, les médecins ont unanimement déclaré qu'elle passerait le reste de sa vie clouée au lit et plongée dans l'obscurité de la cécité. J'avais déjà commencé à désespérer jusqu'à ce que mon partenaire commercial me conseille de consulter une guérisseuse de village. Il m'a assuré que cette guérisseuse lui avait sauvé la vie lorsqu'on lui avait diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Il a dit qu'aucun traitement n'avait aidé, que la maladie progressait obstinément et que les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Quelqu'un lui avait également recommandé cette guérisseuse. Il a dit qu'elle avait pris une somme d'argent considérable et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille, si rapidement qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'elle avait dit. Ensuite, elle l'avait envoyé au bain. Et lorsque les prochains tests ont été effectués, les médecins étaient complètement abasourdis, car il n'y avait plus aucune trace de tumeur. Comprenant qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre, je suis arrivée à l'adresse indiquée, comme l'avait dit mon amie. En effet, elle a pris pas mal d'argent, puis elle a commencé à murmurer quelque chose à l'oreille de ma mère. Comme elle était en transe, elle a ensuite dit que si ma mère n'avait pas sa propre force pour marcher, alors elle avait besoin de celle des autres pour l'aider. Après cela, ma mère a connu des améliorations significatives. Elle ne pouvait toujours pas marcher normalement, mais le simple fait qu'elle puisse se lever et se déplacer même maladroitement par elle-même était déjà une grande joie pour moi. Des améliorations ont également été observées dans sa vision, bien que moins évidentes que celles de sa mobilité, mais elle semblait pouvoir distinguer la lumière et l'ombre. J'étais simplement heureux de voir ma mère s'améliorer, mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Après 6 mois, des choses étranges ont commencé à se produire. Ma mère errait périodiquement dans la maison sans but,
se comportant de manière inhabituelle, cassant des objets et proférant des jurons contre les gens. En un mot, on aurait dit qu'elle avait été remplacée par une autre personne. Et ces bizarreries ne se manifestaient que la nuit, après minuit et jusqu'à l'aube. Le jour, elle se comportait normalement. D'ailleurs, elle ne se souvenait absolument pas de ce qu'elle faisait la nuit. J'ai déjà pensé qu'elle avait développé une démence. Elle avait quand même plus de 80 ans, mais aucun trouble mental n'a été détecté lors de l'examen psychiatrique. De plus, le progrès réalisé dans la récupération des fonctions motrices ne se manifestait que la nuit, alors qu'elle redevenait paralysée le jour. Et à un moment donné, tout cela a été trop loin. Je suis rentrée chez moi tard, c'était passé minuit, et j'ai vu ma mère en train d'étrangler notre femme de chambre. La jeune fille était à peine en vie. Si j'étais arrivée 5 minutes plus tard, elle aurait été perdue. J'ai eu du mal à retirer ma mère de la malheureuse fille et à la enfermer dans la pièce la plus proche. J'ai réalisé qu'il fallait aller voir cette guérisseuse et exiger que tout soit réparé. Mais lorsque je suis arrivée à sa maison, j'ai appris des voisins que la vieille femme était décédée il y a 1 semaine, renversée par une voiture. Au fait, l'ami qui l'a recommandée est également décédé, non pas d'un cancer, mais d'une crise cardiaque, bien qu'il ne fût pas jeune, peut-être juste une coïncidence. Ensuite, Igor m'a tendu une enveloppe et a dit « Tiens, voici une compensation pour le choc que tu as vécu. De plus, l'argent sera utile pendant que tu cherches un autre emploi. » J'ai pris l'enveloppe en silence et me suis dirigée vers la sortie. Avant de partir, Igor s'est excusé une fois de plus et m'a souhaité bonne chance. 2 mois plus tard, j'ai lu la nouvelle selon laquelle un entrepreneur âgé avait été retrouvé mort dans son appartement. L'article décrivait un séas extrêmement inhabituel qui avait dérouté tous les criminologues. La victime avait le cou brisé, mais malgré un système de sécurité très complexe et multicouche, aucune trace d'effraction n'avait été trouvée dans la pièce. Cependant, les experts médico-légaux ont déterminé que le cou avait clairement été brisé par des mains humaines. Sur le corps du défunt ne se trouvaient que ses propres empreintes digitales et celles de sa mère âgée et paralysée.